Donc, on va finir cette vidéo en parlant des deux manières de compresser le coût d'un site web. Comprenons-nous bien. Le coût d'un site web, donc le coût de conception, je rappelle qu'il y a un coût de conception et un coût logiciel, souvent qui est sous forme de mensualité. Le coût de conception, c'est une formule mathématique relativement simple. Bien, c'est le temps que va prendre le projet à produire et le coût horaire de la personne qui va le produire. Donc, prenons cet exemple. Imaginons que le projet, c'est un coût de base de 20 heures de travail pour le produire et que la personne prend 50 € de l'heure. Donc, le coût du projet va venir à 1000 €. Première manière de compresser le coût de ce projet, c'est de ne pas prendre quelqu'un à 50 € de l'heure, mais à 25 € de l'heure. Partons du principe que le temps de travail sera toujours de 20 heures. Vous allez avoir 20 heures fois 25, vous avez compressé le coût du projet par 2 puisque vous avez divisé le coût horaire par 2. Il y a une autre manière de faire, évidemment, c'est de réduire le temps. C'est de dire, au lieu de faire ce projet en 20 heures, je vais me débrouiller pour le faire en 10 heures. Mais toujours avec quelqu'un qui prend 50 € de l'heure. Moralité, on a fait la même chose, mais on a compressé le temps plutôt que de compresser le coût horaire. Alors, réduire le coût horaire, c'est souvent l'idée qu'on a c'est l'idée qui paraît le plus évident, mais qui pourtant produit bien souvent un gros lot de problèmes. Parce que réduire le coût horaire, si vous voulez, ça a toujours un impact sur la qualité à court, moyen ou long terme de votre site web. Pourquoi? Parce qu'on va prendre, par exemple, on va dire, je vais prendre quelqu'un qui prend pas cher, je vais prendre un étudiant, un stagiaire, un indépendant, ou je vais outsourcer, c'est-à-dire je vais prendre un travailleur étranger. Le problème, c'est que, alors, encore une fois, je parle de 99% des cas, il n'est pas impossible de tomber dans le 1% où tout se passe bien. Mais, souvent, vous allez vous retrouver dans ces cas de figure. Un manque de qualité esthétique, d'accord? Parce qu'en l'occurrence, la personne n'est pas chère parce qu'elle a peu d'expérience, et elle a peu d'expérience parce qu'elle a peu travaillé. Donc, vous pourriez tomber sur un manque de qualité esthétique. Là, en l'occurrence, c'est à vous d'en juger. Vous regardez ce que fait la personne en termes d'esthétique, est-ce que le site est beau ou pas beau, est-ce que ça vous plaît, et c'est à vous d'en juger. Ça ne va pas plus loin que ça. S'il n'est pas cher et que c'est beau, et que ça vous va, prenez-le, très bien. C'est une question de goût, si vous voulez. Deuxième lot de problématiques, c'est un manque de qualité technique. Et ça, c'est un peu plus, c'est un peu plus complexe parce que vous ne le voyez pas particulièrement. Par exemple, des bugs d'affichage. Vous pourriez avoir un site, il n'y a pas de bug d'affichage et une semaine après, il y a un bug d'affichage. Ou alors, vous voyez votre site sur votre propre navigateur, je ne sais pas, Google Chrome, Safari, vous voyez votre site, il n'y a pas de bug d'affichage, mais par contre, sur un autre navigateur ou sur un mobile, il y a un problème d'affichage. Okay? Donc ça, vous pourriez vous retrouver, ça arrive souvent, des bugs d'affichage. Des inaccessibilités du site, des vitesses de chargement élevées, des problèmes de sécurité. Voilà, quand on travaille avec des gens qui sont peu qualifiés, donc peu d'expérience, ils vont commettre les erreurs. Parce que l'expérience, c'est quoi? C'est d'avoir commis les erreurs sur les projets d'avant pour ne plus les commettre ensuite. Et donc, quand on prend quelqu'un avec peu d'expérience, forcément, c'est vous le cobaye. Autre tranche de problématiques que vous allez rencontrer, c'est un manque de suivi. Alors, par exemple, il ne répond pas au téléphone ou une fois sur deux, il est peu réactif, il n'a pas la compétence pour régler un problème technique rapidement. Okay? Ou alors à bas coût, parce qu'il va vous dire oui, je le fais, il va appeler un autre gars qui sait faire, il va le payer, il va vous facturer, voilà. Okay? Donc, ça, je vous parle de ces problématiques-là, puisqu'elles sont très courantes dans nos métiers. Et dernière problématique, et ça arrive très très souvent aussi, quelqu'un a un modèle économique de facturation peu élevé, en contrepartie, il faut qu'il fasse du volume. D'accord? Je facture pas cher, mais j'ai plein de clients. Le problème, c'est qu'un indépendant, souvent les gens pas chers, ce seront des indépendants. Et donc, leur temps est limité, et donc il ne peut pas faire de volume. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on n'accumule pas de volume et des prix peu chers? La boîte, elle dure 6 mois, elle dure 1 an, elle dure 2 ans. Et le problème, c'est que lorsque la boîte ferme, vous allez vous retrouver dans le cas où vous allez vouloir recontacter ce prestataire 2 ans après parce que vous avez un problème, parce que vous voulez rajouter quelque chose, vous voulez faire une modification, parce que vous voulez récupérer vos accès analytics, et ainsi de suite, toutes ces choses-là. Et là, il n'y a plus personne au bout du fil. Okay? Donc, et ces problèmes-là, vous avez ces problèmes-là, vous, en tant que client final, entre guillemets, vous allez les rencontrer. Pour pallier ces problèmes-là et tout de même faire travailler des gens à coût faible, ça devient un métier d'agence. Pourquoi? Parce que pour éviter ces problèmes, il faut extrêmement bien cadrer les projets, il faut sécuriser les projets, il faut avoir des process, il faut avoir donner des ordres de façon extrêmement claire sur la base de étape par étape, ça se contrôle bien. Et donc ça redevient être le métier d'agence. Et du coup, si vous faites appel à une agence qui va lui faire travailler des gens peu qualifiés, finalement vous n'avez pas de gain
en réalité. Donc l'opération de compression de coût, dans la réduction du coût horaire, la réduction de la compétence de la personne, c'est très souvent une mauvaise idée au court, moyen ou long terme. Il y a donc la deuxième manière de faire, et c'est une manière qui est beaucoup plus intelligente, sans pour autant impacter le niveau de qualité de la production. C'est réduire le temps. Et réduire le coût temps, sans pour autant baisser la qualité, nécessite d'être ingénieux. Avec trois manières de faire, trois choses qui vont travailler ensemble. 1. L'automatisation. Automatiser avec de l'informatique en fait. Automatiser tout ce qui peut être automatisé afin d'enlever du temps humain, donc de compresser le temps humain en automatisant un certain nombre de choses. De préfabriquer. Alors la préfabrication, c'est quelque chose qui se fait couramment dans n'importe quel métier. Par exemple, prenons, vous allez créer une maison, pour reconstruire votre maison. Vous n'allez pas, par exemple, couler chaque parpaing. Vous n'allez pas prendre un moule et couler chaque parpaing. Non, vous allez acheter des parpaings. Vous avez donc préfabriqué une partie de la maison. Puis ensuite, ça va aller beaucoup plus vite pour monter la maison. La préfabrication dans nos métiers, c'est exactement la même chose. On va préconstruire des morceaux qu'on va ensuite mettre ensemble pour produire un résultat final. Donc, il faut pouvoir automatiser le maximum et préfabriquer aussi le maximum. D'accord ? Lorsqu'on fait un très gros travail dans ce sens-là, eh bien, on a la possibilité de modifier les process de fabrication. Et c'est là qu'on est capable d'aller chercher des plus gros, des plus grosses compressions de coûts. Prenons le process de fabrication classique. Un process de fabrication classique de site web, lorsqu'on l'apprend à l'école, il est comme ça. On va faire un cahier des charges pour le back-office, c'est-à-dire la partie administration. On va faire un cahier des charges pour le front-end. S'il y a toute une logique référencement, marketing, on va faire aussi un cahier des charges pour toute cette partie-là. Puis ensuite, on va produire ce qu'on appelle un zoning, c'est-à-dire une forme de prototype du site web avant même de le créer concrètement, voire même avant même de le designer. Puis, on va passer à la partie maquette photoréaliste de ce site, la partie esthétique, graphique de ce site. Une fois que tout ça est validé, on va passer à la partie intégration front-end, c'est-à-dire qu'en gros, on va transformer cette image en un vrai site cliquable. Ensuite, on va développer la partie back-end, c'est-à-dire tout ce qui est options dans votre interface d'administration, tous les boutons, quand je clique ici, ça fait ci, quand je clique là, ça fait ça. Au bout du bout, on va faire un recettage debugging. On va analyser, est-ce que le site fonctionne bien? Est-ce qu'il y a des bugs d'affichage? Est-ce que quand je clique là, ça va bien ici? Est-ce que ça fait le boulot qu'on lui demande? Et enfin, on va déployer sur l'hébergement final et le nom de domaine. Voilà le process complet. Et donc ça, c'est un process lourd, long. Et donc la logique, c'est d'essayer de trouver des manières de compresser ce process lourd et long, prendre des raccourcis par l'automatisation et par la préconstruction. Je vous donne l'exemple de notre agence Business Antidote. Notre mode agence, eh bien, nous ne passons pas par toutes les étapes. Parce que automatisation, parce que préconstruction, on enlève la notion de cahier des charges back-end, on enlève la notion de cahier des charges front-end, on conserve la notion de zoning, de prototype, parce que cette notion de zoning prototype, elle est fondamentale pour bien gérer le projet, pour faire une bonne gestion de projet. Il n'y a pas de bonne gestion de projet sans zoning. J'ai essayé plusieurs fois d'enlever cette partie-là, comprendre si je pouvais enlever cette partie-là en mode agence, ça n'est pas possible. Pour atteindre toujours un niveau de qualité élevé. Si on fait un truc moyen, probablement on peut enlever ça. On ne fait pas la partie maquette photoréaliste. On passe évidemment par l'intégration front-end, on fabrique le site, c'est inévitable. On ne fait pas de développement back-end, puisqu'en réalité, on vient avec un back-end déjà préconstruit, une interface d'administration préconstruite. Et on fait évidemment le recettage, le debugging, donc la vérification que tout se passe bien, et on déploie. Donc en gros, le process est réduit à zoning, intégration, recettage, déploiement. C'est de cette manière qu'on arrive à atteindre des hauts niveaux de qualité, graphique, technique et marketing, avec des coûts bas. Enfin, et c'est la grosse innovation, le process de fabrication en temps réel, donc quick building ou smart learning dans le cadre d'une formation, eh bien, avec ce mode-là, temps réel, on est capable d'éliminer la quasi-intégralité des étapes afin de se concentrer sur l'intégration front-end et recettage debugging. Puisque ça se passe en temps réel, votre designer, votre formateur, il va créer votre site en face de vous. C'est ce qui permet aussi de ne pas faire de zoning, de ne pas faire de prototypage, puisque le prototypage est fait en temps réel. Vous avez donc la possibilité en temps réel de dire « non, j'aime pas »,« oui, j'aime »,« fais ci comme ça »,« ouais, fais plutôt ça comme ça ».
Et puis à la fin, eh bien, le debugging se fait en temps réel aussi, puisque, ah, est-ce que je clique là, ça marche bien? Oui et non. Voilà. Donc la notion de temps réel est une nouvelle forme de process et qui permet de fortement compresser les coûts sans pour autant compresser la qualité.